Quelle semaine, mes amis, bonsoir, bienvenue en direct dans iWeek, toute l'actu de l'écosystème Apple en direct. On est donc en live jusqu'à 21h. Bienvenue, vous nous rejoignez à l'instant. Je vois vos noms sur Twitter qui commencent à défiler avec le hashtag iWeekTV. Venez nous retrouver, plus on est de fous, plus on rit, et on n'est pas tout seul ce soir puisque trois de mes copains sont là. Alors vous le voyez en revanche, c'est la fin de la fête. Je suis tout seul en studio, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Mais Jean-Christophe, tu es pardonné, tu as tout fait pour venir et tu as finalement dû te rabattre sur une solution de sécurité. Je vais commencer par toi, comment ça va ? Écoute, ça va, je voulais pas rater cette soirée, je suis juste abasourdi que les Parisiens, dès qu'il y a 3 gouttes de pluie, ne savent pas conduire. Mais ça, c'est le sujet d'une autre émission, je pense. Oh bah oui, dis donc, ça fait longtemps qu'on le sait, ça. C'est pas nouveau. Bon, il a bien plu quand même, sur Paris vers 18h, 18h30 quand même. Hein. Voilà, suffisamment pour m'empêcher de te rejoindre, j'en suis désolé. Bon, écoute, l'important, c'est que tu sois là. De quoi est-ce qu'on va parler en particulier avec toi tout à l'heure, Jean-Christophe ? Alors, on va parler d'Apple News, dans la chronique vue d'ailleurs. Eh ben super, donc ce sera... Absolument, ce sera le rendez-vous avec toi. Ça a été l'une des news de la keynote d'avant-hier. Keynote sur laquelle on va d'ailleurs largement revenir avec vous deux, Élie et François. François, tu nous as réservé un traitement de faveur, parce que tu vas revenir en images sur les grandes nouveautés de la keynote en ce qui concerne macOS Mojave et iOS 12. C'est génial. Effectivement, j'ai eu l'occasion de les installer sur des machines de test, on y reviendra tout à l'heure, et de commencer les premières découvertes, les premières belles surprises. Puis déjà, la première, c'est qu'on a quand même affaire à des systèmes qui sont en bêta, mais qui sont relativement stables. Dans l'ensemble, j'ai pas eu une seule plante. Donc, c'est plutôt positif pour une fois. Bon, ça ne fait que 36 heures que tu les as installés. Il peut encore y avoir des surprises. Des fois, on a des mauvaises surprises directes. Hein. C'est vrai. Alors, chez moi, notre ami Skype ne se lance pas, par exemple. Ah, bon. Ce qui m'empêche de le mettre en production. Bon, ils vont trouver la solution. Microsoft va aussi bosser dessus, puisque Microsoft est le propriétaire de Skype désormais. Mais vous êtes là, c'est le principal. Et je salue aussi la statue du commandeur. Salut Élie. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Bon, est-ce que tu termines tes émotions d'avant-hier soir ? Oui, écoute, là je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y avait une incompatibilité entre la dernière version de Skype, la dernière version de macOS 10.13.5, Orange, la fibre, je ne sais pas. Pourtant j'avais pris la configuration idéale pour la keynote. Et en fait j'aurais dû rester à la maison tranquillement avec mon ADSL Free qui a toujours marché et qui remarche ce soir, donc c'est vrai, et voilà. la liaison est très bonne avec la Côte d'Azur, donc je suis très, très heureux de te retrouver en 25 images par seconde, comme on dit. Ça change, mais il fait un temps épouvantable, il a plu des cordes aussi, on dirait qu'on est au mois de novembre, il fait frais froid. Et comme on n'est pas habitué, ben voilà, j'ai tendance à vouloir aller hiberner sous la couette immédiatement après l'émission. Et après Burger Quiz, bien sûr. Ah oui, juste, entre parenthèses, Burger Quiz, juste après, il y a de la concurrence à 21h, parce que vous aurez le nouvel épisode du Garage, le rendez-vous de tous les moteurs de Watch, avec 2 gros tests, on les a tweetés, et c'est vraiment, vraiment chouette. Et puis vous avez sur TMC un épisode de Burger Quiz avec un face-à-face entre Jamel Debbouze et Jean-Pierre Bacry. Croyez-moi, vous allez avoir du mal à vous en remettre. J'en ris encore, rien qu'en y pensant, parce que j'ai assisté à l'enregistrement il y a quelques jours. C'était vraiment un très très grand moment. Ceci dit, je vous salue vous aussi qui êtes avec nous en direct sur Watch, alors que vous nous regardiez via les box. Vous connaissez évidemment les canaux, Free 239, Bouygues Télécom 137,
c'est nouveau, ça a changé il y a quelques semaines. Et puis Orange, la Livebox 222, que vous nous regardiez via les apps, iOS, iPhone, iPad ou Android, on ne sait jamais, ça peut aussi arriver, même si c'est iWeek. Et puis vous pouvez aussi nous regarder évidemment sur l'Apple TV, dans le confort de votre salon, sur votre télé, sur votre vidéoprojecteur. C'est quand même très, très agréable. Donc salut à vous qui arrivez, Thierry, et oui, on est on air, c'est comme ça qu'on dit à la télé. C'est ce qui a d'ailleurs marqué à l'entrée du studio de Burger Quiz quand les enregistrements commencent. Salut à Mehdi, qui nous souhaite un bon live et qui nous dit je suis pressé et heureux de débriefer la keynote de lundi. Et ben ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on va faire en grande partie aujourd'hui. Et puis salut aussi à Joël qui nous dit bonsoir tout le monde, ça faisait tellement longtemps. C'est vrai qu'on s'est quand même vu avant-hier. D'ailleurs, quand même, si vous avez raté d'ailleurs la keynote d'avant-hier, on vous propose 2 programmes de rattrapage en replay sur Watch. D'abord, vous avez l'intégrale de la soirée de lundi, celle qu'on a passée ensemble. Il y en a quand même pour 3 heures, et donc elle est en replay sur le site de Watch et sur les applis. Et puis vous avez une version synthétisée, une sorte de best-of en 58 minutes de la keynote, dans lequel vous aurez tout ce qu'il fallait ne pas rater. On a enlevé le non-essentiel, et finalement il y avait quand même 1 heure sur les 2 heures de non-essentiel, donc c'est plutôt pas mal. Avant d'entrer en vif du sujet, moi j'ai vraiment trouvé que la première demi-heure était bizarrement faite. Moi je me suis un peu ennuyé au début, personnellement. Moi je me suis un peu ennuyé. On attendait les annonces. Ouais, je sais, mais c'était un peu mou. Même le petit sketch du début, qui est souvent drôle, là ça n'avait aucun intérêt. Le truc anthropologique sur les développeurs, c'est-à-dire que ça m'a fait vaguement sourire, mais à peine. Ouais. Et surtout, en général, ça attire l'attention sur quelque chose de particulier. On se souvient du contenu Apple TV avec Carpool Karaoke, on se souvient de la sécurité avec Touch ID. Là, c'était, sauf à imaginer qu'Apple va créer un musée d'histoire naturelle dans le sous-sol d'Apple Park, je comprends pas. Ouais. Et je trouve que déjà, ça a mis une ambiance bizarre à toute la soirée. Ouais. En tout cas, ils avaient placé la barre très haut l'année dernière. Si vous vous souvenez de ce film un peu à grand spectacle avec des cascades, des voitures qui explosaient, enfin, on était un peu dans une sorte de Die Hard produit par Apple. C'était assez impressionnant. Là, c'est vrai que c'était un film beaucoup plus sage, on va dire, qui en jetait moins, mais c'était difficile de faire mieux que l'année dernière, très honnêtement. Bon, néanmoins, donc François a mis les mains dans le cambouis. Est-ce que vous êtes risqués l'un ou l'autre à commencer à installer des bêtas? Oui. Alors qu'as-tu mis sur ton iPad, Jean-Christophe? iOS 12. Et alors c'est rigolo parce que j'ai vu personne en parler, mais même les indications du haut de l'écran ont changé. Ah, c'est-à-dire? Absolument. Maintenant, on a la date. C'est idiot, mais c'est utile. Oui. Et les informations réseau sont toutes à droite. On a le Wi-Fi et donc maintenant la 3G à droite. La gauche est réservée à l'heure et à la date. Alors Ellie, montre-nous. D'ailleurs, premier bug. Ton écran s'est éteint. Hop là. Voilà. Donc on a effectivement la date qui n'était pas avant. Et comme vient de dire Jean-Christophe, les indications sur le Wi-Fi, bon évidemment il ne reste pas connecté parce que... Ah dis donc, il s'éteint vite. Ben écoute, c'est parce que je ne suis pas logué, mais je vais me loguer, comme ça vous allez avoir un écran qui va rester. Et puis il y a le premier bug quand même. Moi c'est le premier bug. C'est quoi? Alors juste, François, en intro de la partie qu'on consacrera, alors je reviens sur Ellie, en intro de la partie qu'on consacrera à iOS 12 tout à l'heure, montre-nous, la date est où Ellie? Alors, que je regarde, la date est maintenant ici. D'accord, ok. Voilà, en haut à gauche, là où il y avait l'heure, et puis à droite, vous avez le Wi-Fi, la batterie, etc. comme avant. Bien sûr. Et il y a les nouvelles applis donc, qui sont en bas, donc il y a l'appli mémo vocaux et il y a l'appli mesure AirKit qui est dedans. Donc, voilà. Tu as mesuré ton salon, ta maison? Pas encore, j'ai pas eu le temps, mais en tout cas ça plante pas et ça c'est vrai que c'est stable et c'est même d'après tous les sites qu'on a pu lire ces jours-ci plus rapide qu'iOS 11. Donc ils ont fait un système qui dans une bêta où normalement c'est censé être
plutôt lent, c'est déjà plus rapide que la version précédente, ce qui est de bon augure. Intéressant. Mehdi sur Twitter avec le hashtag iWeekTV nous dit « Yes, la bêta est installée et plutôt stable pour une bêta 1 », donc il est plutôt d'accord avec vous. Je salue aussi Thierry Sainton qui est là, qui nous dit « iOS 12 sur mon iPhone 8 ronronne. Hormis quelques lost in translation, tout va bien. » Ça veut dire qu'il y a sans doute des traductions peut-être encore un petit peu aléatoires, voire pas implémentées du tout. T'en as constaté aussi, François ? Ouais, il y a quelques petits bugs de traduction. Je l'ai vu aussi sur Morave. Je vais le prononcer à la française avec catastrophique, mais c'est pas grave. Des problèmes de traduction. On a vraiment le sentiment que sur les nouvelles fonctionnalités, on n'a pas le temps de développer, de mettre le terme en français, donc c'est pas grave, on le laisse en anglais, puis c'est bon. Ouais. Donc, mais c'est relativement ça. Mais pour revenir aux petites barres en haut de l'iPad, moi c'est le premier bug que j'ai vu, c'est qu'en fait il met les petites barres réseau pour le 3G ou de la 4G, alors que j'ai pas l'emplacement pour la carte SIM dedans. Exactement. Absolument. Ouais, je confirme. Et alors en Lost in Translation, moi j'allais parler de Siri Shortcuts qui le premier soir en fait ne s'affichait pas. Enfin j'avais aucun contenu. Et là pour vous en parler, je viens de vérifier et pouf, je sais pas si vous voyez, c'est bien arrivé. Donc je sais pas, la fonction met peut-être du temps à apparaître, mais ce qui est rigolo, c'est que c'est bien Siri qui fait attention à ce qu'on fait sur tous les comptes iCloud, parce que donc j'ai appelé Benjamin pour lui dire que je pouvais pas venir à l'émission. Je l'ai appelé sur mon iPhone, qui est donc sous iOS 11, et comme shortcut dans mon iPad sur iOS 12, je sais pas si vous le voyez, alors mais il y a écrit là appeler Benjamin. Ah. Donc je ne sais pas comment, mon iPhone a dit à l'iPad sous iOS 11 que j'avais appelé Benjamin et que donc il fallait que c'était peut-être une habitude et que ça pouvait devenir un shortcut. D'accord. C'est assez génial. Je vais être un de tes premiers shortcuts, alors je suis assez fier. C'est ça, Bon, super. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on démarre par iOS 12 du coup, puisqu'on est dedans déjà ? François, toi tu es un peu le chef d'orchestre des deux parties OS là. Quelle chance. C'est vrai que j'ai plutôt... Je t'ai envoyé 3 vidéos sur iOS 12. J'ai plus joué avec Morave qu'avec iOS 12. Eh ben, tu sais quoi, faisons iOS 12 puisque ça va être relativement rapide. Et puis après, on passe à Morave. Yes. C'est ça. Ok. Alors, on va commencer par le premier préambule, et je pense que mon cher ami Eli sera tout à fait d'accord avec moi. N'installez pas, sauf si vous êtes à tendance kamikaze, n'installez pas les bêtas sur vos ordinateurs, téléphones, tablettes de production. Il y a toujours quand même un gros risque que ça finisse en brique. Je l'ai déjà raconté, mais c'est ce qui m'est arrivé l'été dernier sur mon iPhone. Un matin, je me suis réveillé et j'avais les 3/4 des applications qui avaient disparu comme par magie, y compris l'application réglage. Ouais. D'ailleurs, on peut peut-être le dire tout de suite, la bêta 1 de WatchOS 5 n'est plus dispo. Non, parce car elle a briqué quelques montres. Que ça vous serve de leçon, amis spectateurs. Ouais. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ça brique la montre en cours d'installation et la réponse d'Apple est de dire « Contactez AppleCare » parce qu'en fait, il n'y a aucune solution à la portée de l'utilisateur. Voilà. Sur la Watch. Sur la Watch. Et donc, si c'est votre principal, oui. Ça rappellera des souvenirs à ceux qui tentaient de jailbreaker les iPhones il y a quelques années. N'est-ce pas ? Oui, alors je ne sais pas si on va le voir, mais si vous voulez, sur la Watch, il y a le petit port qui est juste là, je viens de la démonter, je ne sais pas si vous voyez le petit capuchon. Alors, mais que tout le monde le sait à l'antenne, évidemment. Donc, c'est par ici qu'on va pouvoir réinitialiser l'Apple Watch, c'est-à-dire que contrairement à l'iPhone, l'iPad ou éventuellement le Mac, il n'y a pas de mode de restauration sur l'Apple Watch. Donc, c'est vrai que si on brique l'Apple Watch... Oui, j'ai une petite précision à ce sujet, et je pourrais vous le montrer lors d'une prochaine émission si ça vous intéresse. Pour pouvoir restaurer une Apple Watch, il faut 2 choses. Il faut accéder effectivement à ce port-là, et il faut un boîtier spécial qu'a créé Apple, qui s'appelle, il y en a un nom de code, c'est un F7, et c'est un boîtier différent pour chacune des Apple Watch, donc je crois que j'en ai 4 dans mon tiroir, et c'est un truc unique. Parce qu'avec cet outil-là, qui est une sorte de convertisseur Lightning vers le port de diagnostic de l'Apple Watch,
dès que vous branchez l'Apple Watch avec cet outil, qui est donc précieux et qu'Apple distribue, ils sont numérotés, hein, donc Apple sait exactement qui peut restaurer une Apple Watch, grâce à cet outil magique, et donc hors de prix forcément, dès qu'on la branche, sur iTunes, apparaît un message, choisissez l'IPSW de l'Apple Watch, et s'il y a quelque chose qui est encore plus rare et plus difficile à obtenir que ce boîtier, c'est l'IPSW de l'Apple Watch qui n'est nulle part. Vous ne la trouverez sur aucun site de jailbreak, etc. Apple l'envoie, encore une fois, presque nominativement au centre de maintenance agréé pour qu'il puisse restaurer des Apple Watch. Donc, en tant que centre de maintenance, on en a une, mais ils ont insisté pour que ce truc-là soit sous clé, parce que effectivement, ça permet de restaurer une Apple Watch et d'autres petites fonctionnalités rigolotes comme installer du contenu spécial de démo et autres. Donc, mais c'est possible. Voilà. On va rappeler que l'IPSW, c'est le fichier d'installation de WatchOS, et c'est aussi l'extension des installeurs de l'iPhone, hein, si je ne me trompe pas. Absolument. Tout ce qui est iOS. Voilà. Donc voilà, merci pour cette petite coulisse, Elie. Et la question subsidiaire, mais qui a son importance, je suppose que si on n'est pas développeur référencé, il doit être possible de refuser de restaurer la fameuse Apple Watch, puisqu'on n'est pas censé installer la bêta si on n'est pas développeur. Bien sûr, c'est même pire que ça, parce que Apple, dès qu'une Apple Watch sort de son cycle de vie, par exemple les Apple Watch série 0, eh bien, il ne signe plus les IPSW, ce qui fait qu'un client qui m'apporte une Apple Watch 0 en disant « je voudrais la réinitialiser », malheureusement, l'IPSW n'est pas reconnu par le serveur, c'est-à-dire qu'on commence à l'installer. Évidemment, il se connecte chez Apple, il dit non, et l'Apple Watch reste briqué. Donc, ce qui est un peu embêtant. Donc, aujourd'hui, Apple signe les dernières versions, donc les WatchOS qui sont compatibles. Alors, quand il y aura le 5, du coup, ils vont arrêter de signer les Apple Watch de première génération et ça va être compliqué. En particulier pour ceux qui ont acheté une Apple Watch à 18 000 €, vous imaginez qu'elle n'est plus reconnue dans WatchOS 5. C'est ça. Ça va être chaud. Hein. Ça va négocier siècle, hein, je pense. C'est un vrai scandale, mais c'est une autre discussion. C'est un vrai scandale, exactement. Moi, je suis effaré dans la mesure où la taille n'a absolument pas changé, que Apple n'ait pas fait un truc, récupérer le cadran, on vous la met à niveau. Quand elle coûte 18 000 €, tu récupères l'extérieur en or 18 carats, et tu mets un cœur d'Apple Watch cassant dedans. Ça devrait être possible, surtout à ce prix-là, et moyenne en finance. Bref. Oui, pour une petite mise à jour de 18 000 €. C'est ça. Bon, autre sujet, on va s'intéresser plus à ce qui nous intéresse, nous, le commun des mortels, on va dire. Et donc, à ta première prise en main de iOS 12, François. Alors, moi, je suis un bon petit soldat. Hein. J'ai 3 vidéos, tu me donnes le signal et je les lance. Commence par la première, du coup. Allez. Donc, la première vidéo, en fait, moi, c'est la petite nouveauté que j'attendais vraiment et j'étais vraiment heureux de voir ça sur l'iPad. Donc, pour rappeler le Launch Control, maintenant, sur les iPads, c'est de haut en bas, comme sur l'iPhone 10. Le gros bémol que je mettais sur l'iPhone 10 par rapport aux iPads et iPhone de première génération, c'était vraiment le fait de devoir aller de bas en haut ou de haut en bas en fonction. Donc là, maintenant, sur tous les appareils iOS, pour appeler le Launch Control, ce sera bien du haut vers le bas. Je vais y arriver. Ça. Et donc, là, il n'y a pas de grande nouveauté. La seule petite chose en plus que vous venez de voir, c'est le fait de pouvoir appeler aidez-moi les copains, le multitâche, on va pouvoir l'avoir à partir du bas en haut comme d'habitude. Et donc, par contre, on n'a plus le Launch Control qui est présent à droite. Alors que sur la génération précédente, donc sur iOS 11, on avait toutes les fonctionnalités qui apparaissaient quand on allait de bas en haut. Alors, une petite remarque intéressante par rapport à ça, ça permet de prévoir qu'il peut y avoir un jour un iPad Pro que pas mal de nos téléspectateurs attendent, qui n'aurait pas de bouton Home parce que ça permet, les gestes de l'iPhone 10 sont présents dans iOS 12. Il y a juste une petite différence, c'est qu'on ne peut pas faire le swipe d'application comme on fait sur l'iPhone 10 simplement avec le doigt. Il faut d'abord bouger vers le haut pour faire apparaître la petite barre, le dock, et ensuite glisser à droite ou à gauche. Et vous avez les applis qui défilent l'une avec l'autre, et donc du coup on n'a plus besoin de ce bouton Home pour faire apparaître
le multi-application si on ne veut pas. On passe d'une appli à l'autre très facilement. Alors, si vous n'avez pas d'iPhone 10, c'est pas forcément évident de visualiser ce qu'on dit. J'espère que vous avez vu dans la vidéo de François à quoi ça ressemblait, en tout cas. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. What's next, docteur? Deuxième point, donc c'est quelque chose qu'on a pas mal évoqué même en antenne tout à l'heure. Donc les deux petites nouveautés sympas au niveau des réglages. La première chose, c'est l'utilisation de la batterie. Donc, tu peux envoyer la deuxième vidéo. Donc maintenant, l'utilisation de la batterie, on va avoir une vue en graphique. Donc là, vous voyez, je suis dans les réglages de l'iPad. Et donc quand on va sur batterie, je l'ai mis en vitesse un peu plus lente, on retrouve un graphique donc, qui permet de visualiser en gros le temps d'utilisation de chaque application au niveau de l'usure de la batterie. Donc ça, je pense que ça répond un peu aussi au problème qu'il y a pu y avoir sur les batteries sur les iPhone 6 et 6S. Élie, tu voulais dire quelque chose, non? Non, je disais que j'acquiesçais que c'était une bien belle vue et assez nouvelle. Et la deuxième, donc c'est la fameuse application qui permet de faire du suivi de combien de temps j'ai passé devant mon smartphone, combien de temps j'ai utilisé Tweetbot, combien de temps j'ai utilisé l'application photo. Très bien, j'ai passé trop de temps sur Twitter aujourd'hui. Du coup, je vais pouvoir me mettre une limitation. Voilà, c'est ce qu'on a qualifié de quasi-contrôle parental l'autre soir. Hein. Et c'est assez marrant parce qu'on en parlait hors antenne. Ce qu'ont retenu les journaux télé qui ont parlé de la keynote et que nos clients qui ont vu les journaux télé ont retenu, c'est que iOS 12 avait un contrôle parental qui allait être extraordinaire pour les ados parce qu'évidemment, comme c'est sur leur smartphone, les parents allaient pouvoir reprendre le pouvoir si jamais les ados les laissent toucher à leur smartphone, ce qui m'étonnerait. Ouais. Et donc la dernière petite chose qu'on va juste François, en commençant à l'utiliser, est-ce que c'est bien l'outil dont on rêvait depuis longtemps, nous les parents responsables, on va dire? J'ai pas d'enfant, donc je vais pas me placer pour répondre. Voilà. T'en as plein en classe, toi. Je pense qu'honnêtement, ça peut avoir un vrai usage par rapport au filtrage, clairement. Après, ça risque de devenir un jeu aussi pour les enfants de réussir à trouver le code de déverrouillage. Maintenant, je l'ai flouté parce que voilà, je voulais pas que les personnes qui font partie de ma famille Apple, qui sont des gens de ma famille et des amis, concrètement, du coup, apparaissaient dans la liste. Alors, j'ai pas été jusqu'à pousser de liste et de voir si je pouvais influencer dessus. Mais du coup, on se retrouve avec tous les membres de la famille qui sont présents dans l'outil de contrôle. Et ça nous permet effectivement de pouvoir dire, bah voilà, telle application, le droit que jusqu'à 22h30 le soir ou 21h, etc. Je pense vraiment que c'est un outil qui peut être très utile pour les parents et qui peut vraiment permettre de vérifier que son enfant ne passe pas sa vie sur son téléphone. Je pense que c'est un gros plus. Tu peux d'ailleurs interdire un certain type d'application ou mettre un quota du style, bah, je veux pas que tu fasses plus de 20% de réseau social, par exemple. Tout en laissant un accès à du web, tout en contrôlant certains sites web suivant l'âge des enfants. Donc non, c'est assez avancé. Moi, je trouve qu'ils ont fait plutôt fort. J'ai commencé à le regarder. Je suis pas encore un spécialiste, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de possibilités en réglage. En parlant du web, on le voyait sur la vidéo de François, et il y a des tweets qui ont commencé à circuler assez drôles. Que je ne décrirai pas, mais c'est tellement, poussé que iOS 12 est même capable de lister l'URL, c'est-à-dire que dire vous avez passé tant de temps sur tel site. Et évidemment, il y a une copie d'écran qui a circulé aujourd'hui d'un type qui dit oh là là, ma batterie part vite. Et évidemment, il était allé sur un site réservé aux adultes. Et donc, aux yeux de tous, on voyait que 30% de sa batterie était passée, je crois, sur Pornhub. Ah oui, super la démo. Donc, c'est assez drôle. Pour redevenir sérieux, même si c'est sérieux, Thierry Sainton pose une question qui concerne un point de vocabulaire. Tu parles de launch control. C'est plutôt control center, dit-il. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Il a raison. Bravo Thierry, il a raison. Merci, heureusement que tu guettes Thierry. Et Thierry partage son graphique d'utilisation, justement. Alors, on ne lui demandera pas sur quel site il est allé, mais c'est intéressant. Absolument. Et oui. 6 heures de temps d'écran. Attends, pourquoi pour vous expliquer, c'est le visuel de la dune de sable de Morave qu'on a vu pendant la keynote. Au-dessus. C'est juste au-dessus. Au-dessus, alors au-dessus, attends, au-dessus. Ah, au-dessus. Au-dessus. D'accord.
6 heures, mais on sait pas quoi, à 6 heures. Attends, 6 heures au total, c'est ça? Ouais. Et c'est au-dessus de la moyenne, 2 heures au-dessus de la moyenne de son utilisation. D'accord, donc 2h30 sur Twitter. Donc 2h30 sur Twitter. Bon, ben je ne pense pas que je publierai un jour ce graphique d'utilisation, parce que moi je dois faire 12 à 14 heures d'utilisation. C'est pour ça que c'est bien de ne pas utiliser des machines de production, parce que moi j'ai royalement 5 minutes d'activité sur cet iPad, ça me va très bien. Bon, en tout cas, j'aime bien les fonds d'écran que nous envoie Thierry via Twitter. Cette dune de salle à la fois de jour et de nuit est vraiment très, très belle. Si tu as un lien, Thierry, on pourra peut-être le faire circuler. Ça pourrait... sur iOS 12 en fait. Ça pourrait être... Ah d'accord. Ça a été publié, oui. Ah ok, d'accord. Ok. Ok, François. Pour que les utilisateurs puissent le mettre sur leur machine avant même d'avoir Mojave, mais bon, ils n'auront pas le thème dynamique, hein, puisque un des thèmes permet de passer du jour à la nuit en fonction de l'utilisation de la machine et en fait de l'heure de la journée. Donc, et ce thème-là est réservé à Mojave. C'est ça. Oui, c'est l'évolution du fond d'écran en fonction de l'heure. C'est ça? C'est ça, exactement. Ouais, c'est assez classe. Ok, François, donc on passe au troisième point. Et le dernier, alors je n'ai pas utilisé l'application de mesure, j'ai passé un peu moins de temps à préparer les vidéos sur iOS 12, mais il y a juste une petite vidéo en fait du dictaphone et de l'application Bourse qui sont maintenant portées sur l'iPad. Alors je pense pas que ça va intéresser grand monde, le dictaphone si, donc là on voit l'application, elle est relativement simple à utiliser, je trouve ça très pratique. Alors j'ai créé une nouvelle vidéo, je ne sais pas pourquoi il l'a appelée de la fac, je devais avoir le nom de la fac qui apparaissait à un autre endroit. Donc là on voit qu'on peut enregistrer, qu'on peut modifier le nom du fichier classique, et donc évidemment les fichiers doivent être stockés sur iCloud. Donc je trouve ça vraiment pratique que ça a été porté sur iOS. Et puis la deuxième petite sur vidéo, iPad, tu veux dire? Sur iPad, ouais. Oui, parce que le dictaphone n'existait pas sur iPad. Non. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc la deuxième application, c'est Stack, qui nous permet de suivre un peu la cours de la bourse. Voilà. Et je vous ai pas testé l'application de mesure. Désolé. Je les ai testés. Non, la prochaine fois. Mais alors, c'est déjà très très bien. Très très bien. Alors il y a deux petites nouveautés que j'avais repris moi et qui sont sorties dans les sites et qui sont assez intéressantes. Une qui permet d'utiliser en fait les AirPods pour les malentendants. Ça a l'air bizarre, mais c'est encore une idée comme Apple seul peut en avoir. Quand vous avez des problèmes d'ouïe, si vous posez avec iOS 12 les AirPods sur la table, ça fait micro-directionnel qui envoie directement le son à votre iPhone. Et c'est incroyable que ça marche comme ça. Donc ça c'est... Excusez-moi, oui. Complètement raté, voilà. C'est l'inverse, voilà. Alors on recommence parce que j'étais moi en train de, du coup, comme j'avais gardé ça pour plus tard, j'étais en train de sauter 5 sujets pour afficher cette page d'Engadget. Redis-nous ça, Elie. Vas-y Jean-Christophe. Elie avait raison, mais dans l'autre sens, il faut laisser son iPhone sur la table et ça fait micro-directionnel et on peut garder les AirPods dans les oreilles pour isoler en fait la conversation qui nous intéresse. Donc effectivement, c'est génial pour les malentendants et voire même, moi quand on est bilingue, c'est parfois très compliqué dans un environnement bruyant de distinguer les gens qui parlent. J'ai hâte de le tester aux États-Unis. Justement parce que ça permet de canaliser en fait le bruit de fond et de se concentrer sur une conversation précise. Et effectivement, comme le dit Elie, c'est très Apple. Ouais, absolument. L'idée de prendre un truc accessibilité, déjà, c'est les premiers à le faire, mais en plus de l'ouvrir au plus grand nombre, c'est vraiment bien. Absolument. Puisqu'on est à la jonction entre le début de prise en main d'iOS 12 et de macOS Mojave, donc le successeur de High Sierra, on va peut-être faire un petit rappel vraiment basique mais essentiel sur les conditions dans lesquelles on peut tester, entre guillemets, ces versions bêta. Quelles sont les précautions à respecter, François? Allez, on peut pas.
peut pas. C'est mal. Je suis un développeur. Non, je ne suis pas un développeur. Normalement, on n'est pas censé installer des bêtas. Là, on est sur de la bêta de développeurs, donc normalement, il n'y a que les développeurs qui ont accès à ces bêtas. La bêta publique devrait plus tarder arriver, je pense, d'ici 15 jours, 3 semaines. Généralement, pour la première bêta publique, il y a un petit peu de temps. Donc, si vous êtes intéressé, soit vous trouvez un canal obscur pour les installer, ou alors vous attendez la bêta publique qui va arriver. Il suffit de s'inscrire sur le site d'Apple. Si vous voulez, on pourra remettre le lien sur Twitter tout à l'heure. Mais pour la bêta publique. Normalement, là, on est sur de la bêta développeur et on n'est pas censé l'installer si on n'est pas développeur. Ouais. Et si on est développeur, normalement, on n'est pas censé partager les nouveautés. Mais même, honnêtement, même la bêta publique, moi, je garderais les mêmes mesures de précaution. Hein. Clairement, mais c'est pas anodin qu'elle mette 3 semaines à arriver. Ouais. En général, elle est un peu meilleure que la première bêta pour les développeurs. Justement, elle est moins censée casser votre montre ou votre téléphone. Ouais. Mais les précautions d'usage... Alors, c'est quoi les précautions pour ceux qui ne savent pas parce que... Alors, ne jamais installer une bêta sur une machine de production, c'est-à-dire si c'est votre ordinateur de travail ou si c'est votre seul ordinateur à la maison, ne jouez pas avec ça parce qu'une bêta, si vous avez un problème, si vous perdez vos fichiers, si vous perdez toutes vos photos que vous avez mis des années à constituer ou si vous perdez tous vos emails, il ne faut pas vous plaindre. C'est une bêta, c'est une version de test. Ouais. Donc, il y a des choses... Même si Apple prend beaucoup de précautions dans une bêta publique, il y a des choses qui ne marcheront pas. Il ne faut pas se plaindre, par exemple, que Skype ne marchera plus, comme c'est arrivé à Jean-Christophe. Donc, plutôt sur une machine, et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas installé encore 10.14, c'est parce que je n'ai pas de deuxième machine de test sous la main. Donc, je n'ai pas touché et à chaque fois, je vais être très très jaloux quand il va commencer, quand François va commencer à le montrer, parce que lui, il a testé des choses que je n'ai pas encore testées, alors que j'adore ça. Mais tout simplement parce que cette semaine, j'ai autant accès à un iPad, mais j'ai pas eu accès à un Mac, donc j'ai pas pu l'installer et je n'ai pas de deuxième iPhone sous la main pour tester iOS 12 sur l'iPhone. Donc précaution, surtout pas sur une machine essentielle. Si vous avez un vieil ordinateur, un vieux téléphone et vous voulez vous amuser, oui, faites-le. C'est drôle quand vous aurez la bêta publique. Ouais. Mais sinon, surtout ne jouez pas avec les bêtas. Comme disent les acteurs américains, ceci est réservé à des professionnels entraînés. N'essayez pas à la maison. C'est ça. Ce qui est quand même fou, c'est que toi, qui es quand même à la tête de deux magasins, 2 Apple Premium Resellers, tu n'aies pas de deuxième machine pour installer les bêtas. Je trouve ça formidable. Si tu pouvais passer le message, c'est très dur. Je comprends. Bon, voilà, donc faites super attention. C'est vrai que les bêtas, maintenant, on peut les trouver relativement facilement, même les bêtas développeurs. Parce que d'abord, il y a énormément de développeurs, donc on sait bien que les fichiers circulent. Faites vraiment hyper attention. On a tous parmi nous des amis ou des connaissances qui nous ont téléphoné au milieu de la nuit, un soir, un week-end, en disant « J'ai perdu toute ma base client, tout mon fichier, mes photos, etc. » Qui évidemment n'avaient en plus pas de sauvegarde et qui ont voulu jouer avec ces versions qui sont des versions vraiment de tests, d'évaluation pour les développeurs. Si vous avez un deuxième Mac ou un deuxième iPhone, pourquoi pas? C'est quand même risqué, on l'a vu avec l'Apple Watch et avec la bêta 1 de WatchOS 5. C'est quand même risqué, vous pouvez aussi vous retrouver avec un appareil qui ne marche plus. Donc voilà, faites-le en connaissance de cause et dans tous les cas, faites des sauvegardes. De toute façon, même si vous n'utilisez que des versions finales, faites de toute façon des sauvegardes. Bon, on va passer à macOS. Ouais. Juste une petite dernière remarque. Surtout, pensez à ne pas utiliser le même compte iCloud ou désactiver iCloud parce qu'il peut y avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont se retrouver sur toutes vos autres machines ou un format différent et ça peut quand même être catastrophique. Donc vraiment, isolez l'environnement de test. Ne mettez pas votre compte mail principal parce que si ça bug, ça peut planter vos mails. Bien sûr. Voilà, donc le test, c'est du test, c'est pour ça que je disais que c'était sérieux. Il faut avoir des comptes séparés, des machines séparées, voilà. Donc, et là, on peut s'amuser, il faut considérer ça comme de l'amusement, on peut apprendre des choses, mais il ne faut pas risquer son boulot, quoi. Ouais. Voilà, donc vous êtes prévenus, c'est aussi pour ça qu'on essaie de vous montrer dans un premier temps, là, c'est vraiment ça fait moins de 48 heures, hein, donc vraiment, François, je te remercie, je te félicite d'avoir réussi à faire déjà ces captures. D'ailleurs, en fait, avec quoi tu les as faites, ces captures sur iOS? C'était directement avec l'application d'enregistrement de l'écran qui est implémentée dans le système, c'est vrai que c'est super pratique.
Et sur le Mac, c'est pareil, c'est avec l'application QuickTime qui permet de filmer l'écran aussi. D'accord, donc les deux marchent déjà dans les bêtas. Ça marche sans problème. C'était déjà présent dans les anciennes versions. Enfin, comme des fois, il y a des vieilles fonctionnalités qui ne marchent plus avec les nouvelles, mais là, en l'occurrence, ça a vraiment très bien fonctionné. Bon, alors on va passer maintenant à macOS, le successeur de High Sierra, dont on s'est dit avant-hier soir que les nouveautés qui ont été montrées, finalement, étaient intéressantes, pas parce qu'elles sont révolutionnaires, mais parce qu'elles concernent tout le monde et qu'elles vont vraiment nous faciliter le quotidien. Oui. Mais d'abord, il y a quand même eu une première nouveauté assez choc et très visuelle, c'est le nouveau mode. Le mode sombre. Eh oui. Le mode site. Alors, ouais, c'est ça, le mode site. Ouais. Je suis passé du côté obscur de la sorte depuis hier. Donc, tu peux lancer la première vidéo. Donc, c'est vrai que la première chose qui saute à l'écran, donc quand vous installez la nouvelle version de macOS, vous avez tout le paramétrage classique qui vous demande évidemment de bien paramétrer votre compte iCloud, etc. Et il vous propose d'activer le mode son. Donc, on l'active ou on le désactive. Alors, je l'ai fait sur un écran très large, donc je suis pas sûr que ça va faire un peu très bien. Donc, après, vous pouvez aller dans les réglages du Mac, classique apparence, et là, vous pouvez sélectionner le mode sombre ou le mode clair classique. Ouais, alors, c'est vrai que le mode... Vas-y, Benjamin. L'animation est très belle quand on passe de l'un à l'autre. Enfin, après, c'est de l'ordre du détail, mais c'est beau. Le paquet est vraiment mis là-dessus. C'est vrai que ça saute aux yeux et le fond d'écran est magnifique. Vraiment, ça donne envie d'utiliser le mode sombre. Alors après, à l'usage, je suis pas sûr que je vais rester à travailler dessus, mais on va voir en fonction. Allez, je vous le remets pour le plaisir. Ouais, bon, tu peux. Parce que c'est vrai que attention. Yes. Non, c'est vraiment... Ils ont bossé leur effet. Bon. Donc le mode sombre... Et le mode sombre, on va quand même le rappeler, le mode sombre, il est surtout intéressant pour les pros de l'image. C'est vrai que ça fait ressortir les photos. En tout cas, les photos sont davantage... Oui, ça elles ressortent davantage et on va dire que l'environnement autour de l'écran est davantage est plus discret, donc ça valorise les photos. Et puis, on se souvient aussi que lundi soir, au moment où on a montré, je ne sais plus quel environnement de développement, et pour du code informatique... Xcode. Hein, Xcode. Ouais, bah, Xcode, hein, pour du code, il y a eu un gros tonnerre d'applaudissements dans le public aussi. Ouais. Hein. Ouais. Ce qui est assez étonnant, c'est que on attendait tous ce mode pour les iPhone 10 OLED qui sont magnifiques avec des images sombres. Moi j'ai mis iBooks en lettres blanches sur fond noir et c'est splendide, c'est encore plus agréable de lire un livre comme ça. Et ils ne l'ont pas fait pour l'iPhone, mais pour le Mac. C'est très curieux. Ah ouais. Bon. Et oui. Non, vous trouvez pas? À se demander si. Si, mais visiblement, j'ai cru voir passer des news comme quoi c'était plus ou moins déjà en stand-by dans le système. Si ça se trouve, ils vont l'activer à posteriori. Ils nous gardent peut-être une nouveauté pour la sortie des nouveaux iPhones au mois de septembre. Mais clairement, je pense que sur l'iPhone, ça prendra tout son sens. On l'a déjà sur certaines applications, je pense à Tweetbooks. Il y a un mode sombre et c'est quand même bien même le soir, je trouve ça moins agressif quand on lit dans le noir, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, alors on passe à la deuxième petite démo, François. Ça marche. Alors la deuxième petite démo, c'est juste un petit tuyau que j'ai repéré hier et donc ça a été repris sur les sites d'ActuMac, donc il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont vu. Il y a une petite modification au niveau du dock. En fait, Apple a inspiré d'une des nouveautés d'iOS 11 sur l'iPad. C'est le dock avec la présence en bas à droite de 3 applications qui sont mémorisées, des applications qui ne seraient pas au préalable mémorisées dans le dock. C'est-à-dire qu'à gauche, là, vous voyez ma suite d'applications qui est bien présente dans le dock, et quand je lance une application qui n'est pas dans le dock, elle va se présenter à droite entre les deux petits traits, et on peut mémoriser jusqu'à 3 applications en simultané. Ça permet en fait pour les applications récemment installées, elles ne disparaissent pas directement du dock. D'accord, même si elles ne sont pas de manière permanente dans le dock, c'est ça? Oui. C'est ça. Il en mémorise 3 comme sur l'iPad, vous vous souvenez quand on appelle le dock de bas en haut. Je trouvais que c'était une petite nouveauté sympa. Après avoir à l'usage, l'avantage aussi, on l'a vu dans la petite vidéo, c'est qu'on peut le désactiver si on le souhaite évidemment. Ça peut peut-être embêter certaines personnes d'avoir cet élément-là, ouais, qui soit présent en bas. Bon, évidemment, vous êtes sur Twitter, vous êtes les bienvenus pour nous poser vos questions sur iOS
et aussi sur la nouvelle version de macOS. On va continuer avec les piles, et ce qui m'a valu d'envoyer un bisou à ma maman l'autre soir. C'est vrai que la vision du bureau encombré d'icônes m'a fait penser à quelqu'un, je l'avoue. Alors, moi, j'ai rien à dire parce que j'ai un dossier vrac dans lequel j'ai un dossier vrac, dans lequel j'ai un dossier vrac, etc. Tu avoues enfin? Ah non, mais j'ai le même. Bon, alors les piles, ou autrement appelées les stacks, François. Les stacks, donc il y a la petite vidéo. Ah, dommage, j'avais pas passé à l'écran, j'ai pas dû prendre le bon format. C'est pas ça? Non, mais il manque un bout, mais j'ai pas dû prendre le bon réglage quand j'ai fait mon export sur 3000. Du coup, on va pas trop le voir, ça sert à rien que tu mettes la vidéo, je pense. Je pense ça a dû se décaler légèrement. J'ai pas dû prendre le bon format. Donc on le voit pas trop à l'écran, je pense. Ah, qu'est-ce que je fais? Pas la vidéo, c'est pas grave, parce qu'on va pas le voir vu que c'est à l'extrême droite. Donc en fait, il mémorise les fichiers on peut les trier par catégorie. Donc par exemple, toutes les captures d'écran, tous les fichiers vidéo, les photos, etc. Et donc il fait une pile. Et donc quand on veut voir ce qu'il y a dans la pile, on a juste à cliquer sur la petite flèche et automatiquement ça fait apparaître le reste des vidéos. Et je trouve ça super pratique pour l'organisation. Maintenant, à l'usage, à voir si c'est vraiment pratique ou pas. J'avais pas beaucoup de documents sur cette machine, vu que c'est une machine de test, je le redis. Maintenant, je trouve ça quand même relativement pratique dans l'ensemble. Pendant que je t'écoute, François, religieusement, je suis sur Twitter, et Thierry nous envoie une vidéo dans laquelle il mesure avec l'appli Measure, il mesure le format d'iCreate, du magazine de nos copains, Nicolas Gozlan et Alexandre Lenoir. Lui, il a déjà testé Measures. Il a déjà testé Measures, et donc là, il fait le tour de 24 cm sur 28, si je ne me trompe pas. 24 cm de large, c'est très large. Peut-être. Oui. Apple a sûrement raison. C'est une bêta. Hein? C'est une bêta. C'est sûr, c'est une bêta, c'est sûr. J'espère qu'il ne se trompe pas non plus de 5 cm sur 24, sinon... Alex, si tu nous regardes... Ça fait, Alex, si tu as les dimensions d'iCreate, on est preneur, parce que je suis pas sûr que Measure soit dans le vrai, mais bon, peut-être que je me trompe. Allez. Si, 24 par 29. Mais ce qui est pour le coup, juste une seconde sur Measure, quand je l'ai vu annoncer, je me suis dit, c'est encore un coup à la Sherlock. Il y a 50 applis Measure sur l'App Store qui vont se retrouver au chômage à cause d'Apple. Et en fait, quand tu vois la démo de notre ami, il n'y en a aucune qui fasse ça aussi simplement et aussi clairement. Et encore une fois, on voit là l'avantage d'Apple sur tous les autres. C'est vrai. C'est pas la techno, c'est vraiment l'interface. Absolument. Et la prise en main. Bon, j'en profite pour dire bonjour à Walter, The Jude Bowling, qui nous a rejoint il y a quelques minutes. Toujours à la bourre, dit-il, mais toujours là. Bah, c'est sympa. Merci de ta fidélité. François, on continue avec macOS Mojave. Fouette cocher. Qu'est-ce qu'on en voit? Donc petit truc sympa, la vidéo 4. Donc sur le Finder, il y a un nouvel mode d'affichage, donc qui rappellera aux plus anciens le mode cover flow qu'on connaissait. Donc en fait, il vous présente donc en haut à gauche, là vous voyez sur la petite vidéo, on a les différents modes d'affichage classiques, et on a donc un mode en plus, le mode galerie, avec en bas une petite vignette, et on peut sélectionner nos différents éléments qui apparaissent en plus grand. On peut agrandir et réduire la fenêtre classiquement. Et à droite, vous avez des informations en plus. Donc, je pense, moi qui fais pas mal de photos, il y a toute la partie métadonnées, donc y compris éventuellement les données GPS, si c'est des photos prises avec l'iPhone, ce qu'on appelle les EXIF. D'accord. Et je pense que c'est vraiment un gros plus à l'usage, et même pour trier, regarder ses photos en grand, en petit, passer de l'un à l'autre, etc. Je pense que vraiment ce mode galerie, je risque de l'adopter assez vite. Bon, je comprends pas, tu as deux docks à l'écran, c'est parce que c'est une bêta? Non, c'est parce que c'était une capture d'écran du doc que j'ai mis sur Twitter pour la petite trouvaille. Pas mal, Jean-Christophe. T'as failli l'avoir, hein? Non. Encore raté. Bon, à propos de capture d'écran, on a bien aimé aussi lundi soir ce qu'on a vu. Je sais qu'on en avait parlé pas mal, en particulier avec Guillaume, même s'il écrit en ce moment un peu moins de lui, mais c'est vrai que même pour les docs techniques, pour tous les techniciens spécialistes sur macOS, pour moi, pour mes captures d'écran, donc en fait, comme sur l'iPad, quand vous faites une capture d'écran, vous avez la petite vignette qui apparaît en bas à droite, et puis derrière, vous allez retrouver des outils d'annotation, donc voilà, j'ai essayé de
j'ai dessiné un truc, ça veut absolument rien. Je voulais écrire iWeek, je t'aime, mais j'ai pas réussi à le faire. Bref, on a plein de possibilités différentes. Recadrer en haut à droite, de partager l'image. Donc moi, je vois l'utilisation vraiment au fur et à mesure. Voilà, j'ai une capture d'écran, je peux la recadrer comme je veux, et ainsi de suite. C'est une petite nouveauté qu'il y avait sur iOS et qu'on retrouve sur macOS Mojave. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Ça, c'est mon petit... Clairement, c'est un de mes coups de cœur sur l'application. C'est pas à l'usage de tout le monde, mais ça peut quand même servir. Donc là, vous voyez, j'ai renié l'image, je l'enregistre, et puis après, je peux la mettre sur le bureau comme je veux. Ouais, bon, tu avais écrit en tout petit « J'aime Mojave ». C'est ça, voilà. Mais il fallait ses lunettes hein, pour lire. Hein. C'est ça, voilà. Mais c'est un écran 34 pouces en widescreen, donc en 16 dixièmes. Donc, voilà, c'est un message pour les presbytes. C'est ça. Non, pas du tout. Non, parce que effectivement, c'était écrit petit. Je l'admets. Ok. Bon, allez. Alors, on passe aux applications, François. Donc, en mode son, donc, j'ai retenu 3 applications. Donc, l'application Mail, donc, en mode son, donc c'était pour montrer un peu aux spectateurs, aux téléspectateurs, ce que ça pouvait donner. Donc là, il n'y a pas de message. Donc, pour rédiger les messages, c'est comme d'habitude sur macOS. Hein. On peut... Alors, le petit truc, je ne sais pas si ça vient de l'écran. En fait, quand j'ai mis rédiger un message, il est apparu à droite et pas au-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est dû à l'écran ou c'est une petite subtilité que j'avais jamais vue sur iSierra. Ça se règle, hein, ça, je crois, hein, dans Mail. Hein. Oui. De mémoire. Sur Mojave, du coup. Peut-être un bug de la bêta, mais... Je crois que ça se règle hein, dans Mail, mais enfin, ça se réglait en tout cas. À mon avis, ça se règle. D'accord. Donc voilà, petite chose sympa. Après, il y a l'application calendrier, logiquement. Voilà, donc l'application classique. Alors c'est vrai qu'en mode sombre, voilà, par exemple sur le calendrier, je suis pas convaincu de l'intérêt, en particulier avec les couleurs, parce que là du coup on n'arrive plus trop à lire qui et quoi à quel moment. Alors écoutez, lundi soir, je trouvais ça très 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 joli, hein, l'agenda qu'on a vu pendant la keynote, justement avec plein de couleurs. Je sais pas, à voir à l'usage. Ouais. Il faut changer de couleur. Convaincu. Je crois d'ailleurs que c'est toi qui disais que c'était très joli, François. Sur calendrier, j'ai changé d'avis alors. Autant pour moi. Ça arrive même au meilleur. Hein. Ça doit être mon côté normal. Donc là, c'est l'application Safari. Alors j'ai utilisé deux sites. Le site MacBidouille qui a un fond blanc. Et du coup, je trouve que en mode sombre, ça fait un peu bizarre. Par contre, un super site, je sais pas si vous connaissez. Pas mal. Le cadre est noir. Ouais. Et du coup, c'est pas volontaire, mais je trouve que ça rend super bien Benjamin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon bah top. Oh ouais, cette galerie là de superstars là qu'on a vu là, génial. Mais quelle belle pub. Je suis pas narcissique à ce point-là. Bon en tout cas le mode sombre ça change quand même pas mal de choses. Hein. Je trouve visuellement c'est un gros changement. Après ça n'est que du design finalement, mais hein, même l'identité de nos écrans change, je trouve. Enfin, oui, pour une fois, ça va redonner un peu un coup de jeune à nos machines. Hein. Quand on va passer en mode sombre, on aura l'impression d'avoir un nouvel ordinateur. Ah, exactement. Exactement. Ouais. Allez, puisque le temps passe, d'ailleurs, je vois qu'il est 20h48. Pas sûr qu'on va réussir à tout faire ce soir, mais c'est pas grave. Profitons-en, puisqu'on a promis de faire ce débrief, c'est bien qu'on le fasse. On passe au Mac App Store, François ? Ouais. La vidéo est rapide, donc c'est juste pour vous montrer la nouvelle interface du Mac App Store qui est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus limpide. Ah oui. Alors, toujours en mode sombre, je suis en mode sombre. C'est pas tout à fait organisé comme sur iOS. Maintenant, on retrouve donc différentes rubriques à gauche. Comme vous pouvez le voir, voilà, on a les créer, travailler, etc. en fonction de nos centres d'intérêt. Et on a un dernier onglet qui est l'onglet mise à jour. Alors la petite utilité, on en a pas mal parlé aussi sur les sites d'ActuMac. On revient au fonctionnement antérieur. Alors je ne sais plus quelle version on a eu le droit à cette option-là. Personnellement, j'ai jamais trop aimé. En fait, les mises à jour système et les mises à jour d'application du Mac étaient dans le Mac App Store depuis quelques versions. Ouais. Donc là, ils ont refait le distinguo entre les deux. C'est-à-dire que sur le Mac App Store, on va avoir les mises à jour des applications Mac installées par le Mac App Store et on retrouve le panneau de préférence système mise à jour logicielle que vous avez à l'écran, où là, on va faire les mises à jour du système du Mac, mise à jour de sécurité, etc. etc. Mais le distinguo est bien sûr entre les deux. Et moi, je trouve ça vraiment bien, même d'un point de vue gestion de parc, ça rebalise les choses.
mise à jour de logiciel d'un côté, mise à jour du système de l'autre. Ouais. Je pense que c'est un bon C'est très bien. Ouais. C'est une très bonne idée. Alors, à voir, parce que je crois que c'était Sierra de mémoire, la fonction s'est baladée pendant 4 ou 5 versions de la bêta. Donc je suis pas persuadé. Je pense qu'Apple s'est pas fait une religion sur le sujet encore. Ouais. En tout cas, c'est un point qui intéressera sans doute Guillaume Jette, qui était là avec nous avant-hier soir. On a dîné après la spéciale keynote, c'était très sympa de passer un peu de temps avec Guillaume et je l'embrasse, il est devant son écran. Il ne pouvait pas être avec nous ce soir. Et puis un dernier point, François, c'est la domotique. Donc l'application Home qui est enfin portée sur le Mac. Alors la première petite chose que j'ai repérée, c'est là, je ne sais pas si on va bien le voir, mais en fait c'est indiqué comme étant la version 3 sur le Mac. Alors que c'est la première version. Ah. Et en fait c'est indiqué comme V3 sur le Mac. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, vu qu'ils ont mis beaucoup en avant le nouveau système qui va permettre de porter beaucoup plus facilement les applications iOS vers macOS, je me suis dit que ça venait peut-être de là, à voir sur le long terme. Donc on retrouve exactement la même interface que sur l'iPad ou sur l'iPhone. Alors moi le petit bug qu'il y a eu, alors on ne le verra pas à l'écran, j'ai un problème de ratio, c'est qu'en fait avant j'avais un iPad qui faisait le pont HomeKit, puisque pour les gens qui ne maîtrisent pas trop le système, il faut un appareil sur iOS 10 ou plus, ou une Apple TV Apple TV 4K génération et 4K, pour faire le pont. Et moi avant c'était un iPad qui faisait le pont, et depuis quelques temps j'ai une Apple TV à la place, et quand j'ai lancé Home sur le Mac, et ben ça m'a remis que le pont c'était l'iPad et qu'il était absent, alors que c'est plus l'iPad le pont. Donc j'ai l'impression qu'il y avait des résidus de trucs pas normaux qui restaient traînés alors que ça aurait pas dû l'être. Donc une fois de plus bêta, donc attention, tout ne fonctionne pas. Bon, j'espère que tu fais remonter ça vers Apple. Évidemment, with my very good English. Très bien, très bien. Bon bah écoute, grand merci François d'avoir commencé à mettre les mains dans Mojave pour nous. C'est super instructif en complément de la keynote. Sur Twitter, avec le hashtag iWeekTV, Thierry a lui aussi installé la bêta. Il nous dit que le machine learning de l'app photo est bluffant sous iOS 12, entre parenthèses reconnaissance des visages, etc. Et pour continuer, le mode annotation des captures d'écran est top aussi, palette de couleurs, épaisseur du trait, etc. Ça c'est un point aussi que tu as commencé brillamment à illustrer. Oui. Avec tes annotations. Voilà, il nous reste pas beaucoup de temps les amis, il nous reste 6 minutes. Est-ce que Jean-Christophe, on peut parler d'Apple News? On se voit la semaine prochaine. On se regarde pour la semaine prochaine? Alors on va pas. Alors ok. Alors on va faire ça. On va peut-être dire un mot. Alors dans l'actu, j'ai commencé à réimprimer des infos sur papier, un truc de dingue, un truc que je faisais plus depuis très longtemps. D'abord cette étude de IHS Markit, selon laquelle l'iPhone 10 est bien le modèle de smartphone le plus vendu au premier trimestre de 2018. Avec 12,7 millions d'unités, devant l'iPhone 8 et le Samsung Galaxy. Alors c'est un modèle américain je pense, hein, le Grand Prime Plus. L'iPhone 8 Plus et le Galaxy S9 Plus suivent. Ce qui est quand même notable, c'est que par rapport à l'année dernière où Apple avait vendu au total, selon eux, 35 millions d'iPhone. À l'époque, c'était iPhone 7 et iPhone 7 Plus. Le total aurait considérablement baissé, puisqu'on ne serait qu'à 21 millions. Donc 21 millions au lieu de 35 par rapport à l'an dernier. Donc l'iPhone 10 en tête des ventes, mais un volume total pour Apple qui serait en assez nette diminution. Encore une fois, c'est selon cet institut basé à Londres. L'autre nouvelle, alors c'est vraiment du matos, mais ça peut intéresser Guillaume notamment et tous ceux qui bossent sur des réseaux, la mise en réseau de Mac. Sonnet annonce une carte PCIe 10 gigabits Ethernet à moins de $100. Pas mal. Donc c'est pas mal parce que le standard c'est le gigabit. Donc 10 gigabits c'est 10 fois plus véloce et on est à un débit qui correspond à ce qu'était la première version du Thunderbolt.
Donc ça permet de faire des choses qui vont au-delà du réseau traditionnel. On peut théoriquement faire passer de la vidéo et mettre en réseau des machines qui vont faire du montage sur des serveurs partagés, etc. Je ne sais pas ce qu'il faut comme câble, mais en tout cas, cette carte arrive. Ça commence à sortir. Oui. Elle sera dispo le 19 juin. Voilà. Et en fait... L'iMac Pro est compatible d'ailleurs. Pardon, François ? Non, je disais, l'iMac Pro doit être compatible en natif avec ça, non ? Avec le 10 Gigabit, je crois, si je dis pas de bêtises. En natif ? Oui. Oui. Oui, c'est oui. Il a des ports 10 Gigabit déjà en fait. C'est ça. Mais bon, si vous avez un Mac Pro, un vieux Mac Pro par exemple, tac une carte et vous avez 10 Gigabits. À moins de $100, c'est pas mal. L'autre rumeur dit que la prochaine Freebox, la V7 que nous attendons depuis si longtemps, serait 10 Gigabits aussi. Donc si la box devient 10 Gigabits, ça a encore plus de sens. Ouais, carrément. Bon, il y a quand même un événement aujourd'hui, même si ça ne concerne pas Apple, ça concerne un de ses concurrents sur le marché des enceintes intelligentes. C'est l'arrivée d'Alexa en France. C'est aujourd'hui. Hein, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pas cher. Voilà, j'ai croulé sous les mails d'annonces de partenaires qui annoncent leur compatibilité avec Alexa. Je pense à Netatmo, je pense à Cobuzz, je pense à plein de marques françaises notamment. Tu dis que c'est pas cher, Jean-Christophe ? Parce qu'ils font un prix de lancement. Ils ont divisé le prix par 2 pour le prix de lancement. Eh oui. Donc, de mémoire, le Dot, qui est le petit, doit être à une trentaine d'euros. C'est ça, ouais. Et le grand, qui par ailleurs fait une très bonne enceinte, est à moins de 100 euros aussi. Ouais. Je crois que j'ai vu. Non, j'ai même vu. Ouais, je crois que j'ai vu un prix à 50 ou 60 euros. Oui, c'est ça. Ouais. Je crois que c'est 20 pour le Dot et 50 pour le grand. C'est ça. C'est délirant. Et par ailleurs, ça, on n'en a pas parlé lundi, je crois, ni ce soir. Le HomePod a été complètement absent de la WDC. Absolument. Apple n'est nulle part. Donc oui, alors c'est pas gentil de parler des concurrents d'Apple, mais au moins ils font des choses, quoi. Ouais. Et c'est intéressant quand tu parles des communiqués de presse que nous avons reçus aujourd'hui. Il y a un écosystème déjà existant en France et plein de gens qui sont ravis de faire rentrer ce nouvel outil domotique dans les maisons françaises. Ouais. On va voir si Apple peut tenir longtemps comme ça. J'en suis pas sûr. Donc bientôt tes emails seront prononcés et envoyés à tes amis et tes conversations aussi. C'est ça. Mes emails n'ont aucun intérêt de toute façon, Élie. Allez François, il reste 1 minute. J'avais juste une question pour Élie. Je me suis amusé à jeter un coup d'œil sur le site d'Apple pour voir par rapport au HomePod et j'ai vu la phrase et je l'avais pas compris comme ça. Sur le site d'Apple, le HomePod s'est mis à commander dès le 18 juin. Oui. À commander. Donc ça veut dire qu'il sera disponible le 18 juin. Non, il sera disponible le 18 juin. On aura du stock de la plupart des points de vente. C'est-à-dire que nous, ils nous ont déjà ouvert les commandes en interne. Donc, on a pu en commander, encore une fois, une grosse quantité. Et ils nous ont prévenus, si jamais vous les receviez avant, et si jamais vous en déballez un avant le 18 juin au matin, vous êtes genre mort. Parce que nous allons surveiller les activations. Mais en tout cas, ça veut dire qu'ils vont peut-être nous approvisionner avant. Et je pense que le 18 au matin, évidemment les Apple Store, mais la plupart des APR en France et je pense un certain nombre de retailers auront des HomePod en vente. Bon les amis, pas d'iWeek la semaine prochaine. C'est moi qui serai pas là. Je serai en Chine pour le CES Asia. Mais on se retrouve dans 15 jours, c'est promis. Merci beaucoup d'avoir été là. Un dernier tweet à nouveau, Thierry, qui nous dit un truc que j'ai vu qui est pas mal, c'est quand on se connecte à un site web qui demande la double authentification via un code SMS, l'iPhone récupère le code et le propose sur le clavier avec 3 pouces levés. Voilà, on en reparlera. Merci beaucoup François, tu as des messages de remerciements et de félicitations. Super revue, dit Joël. Merci François. Voilà, tu vois, tes fans sont aussi au rendez-vous. Bon les amis, merci beaucoup. C'était très très chouette de revenir ensemble à peine 48 heures après la keynote sur tout ce qui s'est passé lundi soir. Enfin, quand je dis tout, il y aurait de quoi faire plusieurs émissions pour revenir vraiment sur tout. On va d'ailleurs consacrer sans doute une partie de la prochaine aussi à compléter ce qu'on vient de dire. On se retrouve mercredi prochain les amis avec une émission qu'on va enregistrer.
parce que je serai loin mercredi, donc on va l'enregistrer quelques heures avant qu'elle passe. Mais en tout cas, on sera au rendez-vous. Merci d'avoir été là tous les trois. Merci beaucoup François. Et merci d'avoir pris le temps de faire ces vidéos super instructives. C'était un plaisir. Je sais que nos amis qui étaient avec nous pendant le direct ont adoré aussi. Merci d'avoir été là aussi Jean-Christophe, même si tu n'étais pas physiquement en studio. Ça change pour une fois. Avec grand plaisir, j'étais content de retrouver Skype, nostalgie. Et ben voilà. Et puis la semaine prochaine, on reviendra avec toi sur donc Apple News. Alors ça concerne les US, mais ça va forcément finir par arriver en France. Et puis Ellie, aussi grand plaisir de te retrouver mercredi prochain sur Watch à 20h. Avec plaisir. Salut à tous, passez une très bonne soirée sur Watch. Les programmes continuent. À la semaine prochaine. Salut!